Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bonjour et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 62, dans lequel on va persévérer, on va continuer, on va rien lâcher. Bon, il faut savoir que, si vous regardez en replay, vous avez loupé pas un épisode, mais un EV-off dans lequel on va continuer avec cette horloge. Voilà. Je vous en parlerai après, je vous dirai ce qu'on a changé et où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais en attendant, je voudrais vous parler de ceci, une liseuse qui va débarquer avec de la couleur sur son écran e-paper. Et ouais, ça vient de ces Plastic Logic qui nous fait ça, qui est spécialisé dans les écrans e-paper. Et ils annoncent donc un écran en couleur pour les liseuses. Alors le grand inconvénient, enfin il y a deux inconvénients, c'est que déjà vous pouvez le voir sur les images, les couleurs sont fadasses, hein. On est en couleur mais vite fait quoi. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on a une résolution de 150 points par pouce et pas plus que ça. Voilà. Donc bon, c'est-à-dire que sur un grand écran, ça va vous faire bizarre, hein. Vous allez avoir l'impression de retourner à votre tout premier smartphone. Mais bon, il faut que ça évolue, doucement mais sûrement. Alors ça fonctionne par une composition de rouge, vert, bleu jusque-là. On n'est pas surpris. Ce que vous voyez là, c'est le premier prototype utilisant ce type d'écran qui s'appelle le Onyx Boox Youngi Book. Voilà, difficile à dire. Ça, il va falloir le raccourcir, hein. C'est OBYB, voilà. Un écran avec un écran de 10,3 pouces et c'est compatible avec le tactile. Heureusement. Voilà. Et je vous filerai, d'ailleurs, je vais vous filer un lien dans la chatroom si vous voulez en savoir plus. Ça vient d'un article qui est de chez liseuse.net. Voilà, et je vous le mettrai aussi en commentaire sur le replay. Si vous vous souvenez bien, on avait déjà parlé des écrans e-paper dans l'électronique et vous, épisode 21, où on s'était en fait attardé à qu'est-ce qu'on trouve comme écran e-paper documenté pour pouvoir l'utiliser dans ses bricolages, parce qu'il y a une grosse différence entre les composants sur le marché et les composants sur le marché grand public. Il y a une très très grande différence, c'est-à-dire que généralement on peut tout trouver, mais sans aucune documentation. Donc ces écrans-là, par exemple, sont à destination des industriels, des fabricants, mais ne comptez pas l'utiliser dans votre projet. De toute façon, vous ne trouverez jamais le mode d'emploi de ce truc. Donc voilà, parce que souvenez-vous bien, ce qu'on a en gros dans les trucs les meilleurs actuellement, disponibles, documentés, avec lesquels on peut bricoler, c'est ces écrans qu'on avait présentés justement dans le EV21. Ce type d'écran qui... Alors vous allez me dire, il y a de la couleur. Attention, hein. C'est noir, blanc, souvenez-vous bien, sans aucun niveau de gris, et ceci avait la particularité de pouvoir avoir une couleur de plus. Alors vous deviez choisir entre jaune et rouge. Mais si vous vous souvenez bien aussi, et sinon rafraîchissez-vous la mémoire avec le replay, c'est super, méga, overlent à rafraîchir. Faut genre 20 à 30 secondes pour rafraîchir complètement le truc, parce qu'en plus l'ajout d'une couleur supplémentaire comme le rouge, faisait que il faut rafraîchir plus. Et en plus, ici, contrairement à l'écran e-paper dont je vous parle, on ne parle pas de composition de couleurs. C'est-à-dire un pixel, il est soit blanc, tout blanc, soit noir, tout noir, soit rouge, tout rouge. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a rien du tout. Donc c'est quand même relativement différent, et ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même de l'upgrade qui est fait dans les écrans e-paper. Je vous avais déjà parlé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, de certains écrans qui commencent à avoir un taux de rafraîchissement pas dégueulasse, du genre 15 images par seconde pour un e-paper, c'est monumental. Donc j'espère qu'un jour, nous aurons des écrans e-paper couleur avec un taux de rafraîchissement de 15 images par seconde, documenté, pas cher et utilisable par le grand public. Oui, je sais, Écoutez, il faut rêver dans la vie. Il faut rêver, je préfère rêver, alors rêvons. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oui, le PC Dolch. Vous vous souvenez de ce machin-là? Ce machin-là, que je vous ai montré dans l'EV épisode 53. Hyper toilette, c'est utile. Tu sors, Ghost Dragon, tu sors. Bon, ce PC Dolch qui m'avait été fourni par Scalen, nous avions découvert quelque chose de fort sympathique dedans. C'est que le CPU était mal attaché. Il manquait une petite lamelle de métal sur ce vieux socket. Et donc,
le dernier qui était passé par là, et probablement celui qui a perdu cette languette, avait plié une carte d'extension, un PCB, pour qu'il passe par-dessus le CPU pour le pousser dans le socket. Enfin, plutôt pour tenir en fait le radiateur sur le CPU, c'était de toute beauté. Alors j'avais refait la même chose, j'avais changé la pâte thermique au passage, j'avais sorti le processeur pour vous le montrer, et en fait ce qui se passait après coup, c'est que ce PC Dolch ne démarrait plus. Ah, j'ai d'abord cru que c'était un problème de connexion avec l'écran, ou la carte graphique, jusqu'à me souvenir qu'en fait, ce type de PC, quand il calcule la RAM disponible au démarrage, vous entendez des petits bruits. Et j'entendais pas ces petits bruits, donc je me suis dit c'est plus bas niveau que ça. Donc j'ai été sortir le CPU, nettoyer ses connecteurs avec une bombe d'air sec, enfin le socket quoi, le remettre et paf, ça démarrait. Mais alors c'est là que j'ai entendu un truc qui bougeait dans l'appareil. Et le truc qui bougeait, c'est la petite lame de métal que vous pouvez voir là. Enfin, vous avez une lame, vous avez le petit bitume pour l'attacher, et alors ça, c'est ce qui traînait dans le PC Dolch. Et c'est en fait ce qui manquait pour attacher le CPU. Donc ça veut dire le mec l'a fait tomber dans le boîtier, même pas il s'est dit je vais le sortir de là. Il s'est dit tiens, je préfère plier un PCB pour aller tenir le radiateur. Beau boulot. En plus bon, c'est quand même conducteur, hein, cette lame de métal. Voilà, voilà. Donc quand ça se balade dans un ordinateur, c'est quand même fabuleux. Albiredov qui restait sur les e-paper évidemment, mais je peux pas t'en vouloir, moi aussi j'adore. J'ai hâte qu'on puisse enfin remplacer les LCD par du e-paper, plus de problème avec le soleil, ou le rétroéclairage trop puissant la nuit. Oui, alors attention, parce que c'est justement à cause de ça aussi qu'on va probablement se farcir des couleurs fadas pendant longtemps, hein, sur le e-paper. Et voilà, c'est un cascadeur le Lascar, mais complètement. Le dernier qui a démonté ce PC Dolch est un sauvage. Voilà, donc... du coup ça fonctionne, j'ai rattaché ça évidemment comme il le faut, avec une pâte thermique Noctua, parce que... Ouais, pourquoi pas, parce que pourquoi pas. Et maintenant je me mets en quête de disquette 3 pouces et demi, avec du Windows 3.1, des jeux DOS, ou même un Windows 95, parce qu'a priori, ce matos serait capable de le prendre. Donc ça peut être rigolo, je sais pas si on trouve encore des... Enfin on trouve encore ces disquettes 3 pouces et demi officielles on va dire. Mais est-ce qu'on en trouve encore des lisibles? Ça, c'est tout à fait une autre question que je me pose. Est-ce que Scalene est dans la place d'ailleurs, non? Ça aurait été bien qu'il était là parce que je compte le dénoncer maintenant en fait. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de raison, lui aussi il va en prendre. Regardez ce qu'il ose nous montrer sur le Slack, la manière avec laquelle il utilise, avec laquelle il détruit ces vieux disques durs, voilà, pour ne pas laisser de traces, pour ne pas laisser de données. C'est sa méthode, petit coup de perceuse pour péter les plateaux. Monsieur Scalene, êtes-vous là? Dénoncez-vous. Ce n'est pas normal, il faut que ça se sache. Windows 95, c'est en 15 disquettes. Ouais, je me souviens de ça. Il suffit que t'en aies une qui soit pas trop lisible dans le lot et t'es dans la merde. Donc voilà, le pauvre disque dur. Le pauvre disque dur. Alors moi, ce que je vous conseille de faire à la place, quand vous avez un disque dur à plateau dont vous voulez vous séparer, évidemment que c'est bien de les détruire, hein, parce qu'on peut récupérer les données. Si vous pouvez pas forcément faire un formatage en plusieurs passes, si le disque dur ne répond plus par exemple, mais ça veut pas dire que les plateaux sont pas lisibles. Parce que vous pouvez avoir aussi un problème de PCB simplement par exemple. Moi je vous conseille quand même de les démonter. Parce que vous allez pouvoir accéder aux disques, là il vous est facile de les détruire, les disques, les plateaux une fois que vous y accédez, mais vous allez aussi récupérer ce genre de trucs. Regardez-moi ça. Ce sont des aimants assez puissants, alors, attention d'ailleurs, voilà. Ces aimants assez puissants qu'on trouve dans tous les disques durs à plateau. Et au-delà de ça, vous allez trouver aussi entre chaque plateau de disque des bagues, des espèces d'anneaux en métal, évidemment de grande précision. Et ces anneaux sont intéressants parce qu'ils sont bien foutus, et pour d'autres raisons, c'est que, croyez-le pas, mon homme s'en sert de bagues. Et oui, il en met plusieurs, et ça lui fait des méga bagues, et tout le monde lui dit que c'est assez classe, et quand on lui demande d'où ça vient et qu'il répond que ce sont des anneaux de séparation de plateaux de disques durs, les gens sont relativement surpris. Bon, évidemment, là-dedans, vous trouvez aussi un moteur, mais
Honnêtement, il est pas très intéressant. C'est des choses plutôt plates, plutôt intégrées. C'est pas super utile, ça, par contre. Pardon. Oh, j'ai du mal. T'allais le dire de coup des bagues, Virtanas. Ah! On voit que t'as déjà démonté un disque aussi. Donc voilà. Au lieu de faire comme ce sauvage de Scanen. Bon, ce que vous avez partagé aussi sur le Slack, donc on va en parler du coup, c'est ceci, le LED Guide. Alors là aussi, je vous mets un lien, je vous mets le lien en fait du site Hackaday, qui est pas mal, sur lequel vous trouvez énormément de bricolage fort sympathique d'ailleurs. Donc il s'agit d'une mini, même micro borne d'arcade, qui utilise des matrices de LED en 8 par 8, et en fait c'est ni plus ni moins que ce que je vous avais déjà montré ici, là, comme ça. Parce que ça, vous allez me dire, c'est toute une barrette. Mais en réalité, c'est ponté, hein, vous voyez. Donc si vous retirez ça, enfin, si vous essayez... Ah putain, ah oui, parce que c'est chaque fois un. Ah, c'est très pratique. Alors là, je vais pas vous le péter, parce qu'en fait, les PCB sont prédécoupés, et il suffit de faire tac, et ils sont cassés, mais vous voyez donc que ce sont des éléments comme ceci, aussi de 8 LED par 8, hein. Donc c'est un élément comme ça qui est utilisé là-dedans. Vous trouverez ça souvent, soit en rouge, soit en bleu. C'est les couleurs les plus fréquemment utilisées. Si je me souviens bien, ici, moi, je les avais pris en rouge pour un projet précis qui en est encore nulle part. Il faut que j'avance dans les projets. Et c'est pour ça que je veux les finir, notamment l'horloge Nixie, vous voyez. Bon, et alors ces petits modules, lui, il n'en utilise qu'un, mais ce qui est sympa, c'est que ça se chaîne. Voilà, c'est pour ça qu'ici, j'ai une barrette entière, et on pourrait continuer éventuellement. Ça se chaîne. Le boîtier, c'est ça qui est aussi particulier. Si vous regardez bien, le boîtier, il est fait avec des PCB. Le mec, il a fait imprimer des PCB. Et ça donne un look, à ma foi, fort sympathique. Et alors moi, ce que je trouve génial là-dedans, c'est le insert coin, où la pièce est en fait une pile au lithium CR2032. Je trouve ça merveilleux. Et aussi, de voir ça, ça vous donne une idée de la taille de la mini board d'arcade, voilà, qui est quand même incroyablement petite. Alors évidemment, ça utilise l'Arduino, c'est un Admega 328, le truc super classique, et ça vaut le coup de montrer ça. Voilà. Bon, après, j'aime bien quand vous montrez ce genre de trucs, pour le fun, et j'aime bien vous les remontrer derrière. Pour ceux qui n'auraient pas suivi sur le Slack, tout le monde ne suit pas forcément ce qui se passe sur le Slack, mais c'est pas la peine de me demander de refaire ce genre de projet. Parce que j'ai pas envie de refaire un truc qu'un autre a fait en suivant son tuto pas à pas. Ça m'intéresse pas. D'ailleurs, même pour vous-même, je vous conseille, préférez faire vos propres trucs à votre manière. C'est souvent plus intéressant. Voilà. Bon, et pour suivre, nous allons retourner. La Pilcoin, c'est trop cool. Ah ouais, je trouve ça vraiment génial. Nous allons retourner sur l'horloge Nixie de l'enfer. Ça, je vais ranger. Voilà. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc cette horloge-là, hein, on se souvient bien. Voilà, ce qui s'est passé. Nous utilisons là-dedans, pour résumer, donc nous avons les tubes Nixie que nous avons montés en multiplexage, nous avons un Arduino, évidemment pour le nano pour contrôler tout le bordel, nous avons une puce ici qui est un décodeur BCD capable de prendre le 170 volts dont les tubes Nixie ont besoin, ici nous avons une plaque de transformation DC-DC qui nous emmène en fait le 5 volts en 170 volts, juste pour les tubes Nixie, ici un module real time clock pour gérer l'heure, et ne pas l'oublier, et la compter convenablement. Et nous avions ici, voilà, donc cette partie-là est fonctionnelle, et nous avions ici, et c'est ça qu'on essaie de programmer, un ESP8266, qui est en fait un petit module qui va permettre notamment de se connecter au Wi-Fi et d'appeler une page web. Et en fait, l'idée c'était que l'heure se mette à jour automatiquement, comme ça. Dragon, si je fais un truc à ma manière, ça marchera pas alors. Mais si, mais même quand ça... Tu vois bien dans l'électronique et vous, même quand ça marche pas, on s'en fout, on essaye autre chose. Voilà, faut pas... Oh là là... Faut pas se flageller tout seul. Donc ce petit module, on s'est bien galéré dans le VOF de la semaine passée, et il s'avère que j'aime pas du tout comment ça fonctionne. Mais pas du tout. Alors cette horloge n'a pas du tout besoin de ça, on va être honnête. Je voulais inclure ce truc, what the fuck, d'interroger une page via le Wi-Fi pour mettre à jour l'heure, juste comme prétexte pour utiliser ce truc, et pour savoir comment ça fonctionne. Et maintenant que je sais comment ça fonctionne, j'ai plus envie d'utiliser, vous voyez. Ça, c'est des choses qui arrivent.
C'est les choses qui arrivent. Donc du coup, on va faire beaucoup plus simple, et quitte à pas utiliser ce truc, on va faire quelque chose de totalement indépendant, donc une horloge qui pourra vivre sa vie indépendamment de tout réseau, sans fil, et y compris les réseaux de distribution de l'heure synchronisée, dont on vous avait parlé dans un EVO aussi. Vous avez cette fameuse antenne émetteur en Allemagne qui transmet l'heure tout le temps. Et on peut le recevoir par radio. Alors vous allez me dire pourquoi tu n'utilises pas ça là-dedans. Il y a des modules pour Arduino, notamment, qui utilisent donc ce signal-là. Hein. Donc c'est techniquement possible. Pourquoi j'ai pas envie de le faire? Parce que j'ai envie de boucler ce projet vite. Et de deux, là où je vais mettre cette horloge, on ne captera pas ce signal. Derrière un mur en pierre de 60 cm, ça ne passera jamais. J'ai une autre horloge comme ça, et elle se met jamais à jour. Parce qu'il faut la mettre dehors si on veut qu'elle se mette à jour, en fait. Voilà. Ah ben non, je me flagelle pas, du coup, je ne fais rien. Oh, Ghost, essaye de faire des trucs. C'est un ordre, del Presidente. Tu peux pas récupérer l'heure en GPS, si. Ouais, il faut un module GPS. Moi non plus, j'ai pas tellement envie de partir là-dedans. Donc je vais faire un truc super, méga simple, où on va donc programmer l'heure dans le real-time clock, et on aura deux boutons poussoirs comme ceci. Il faut que je les teste parce que ceux-là sont vieux, c'est pas garanti qu'ils fonctionnent encore. Deux petits boutons poussoirs. Je vais pas faire exactement comme on fait sur les horloges traditionnelles avec une espèce de mode menu, passer de l'heure aux minutes et faire plus et moins. Je vais faire beaucoup plus simple que ça, c'est-à-dire comment moi j'aimerais bien que ces horloges à réveil fonctionnent. C'est-à-dire il y aura un bouton, ce sera l'heure. Chaque fois qu'on appuie, ça incrémente d'une heure. Et après ça fait le tour, ça revient à 0. Et un bouton pour les minutes, tout pareil. Le plus simple du monde. J'aimerais vraiment que tous les réveils fonctionnent comme ça. Donc voilà, on va partir sur un truc super simple. Qu'est-ce que vous me racontez à ça? Là où je vous mets l'horloge, le signal ne passera pas. Non, c'est pas ce que tu crois. Minotaur, arrête de troller. Bon, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est tester ces boutons, parce que vraiment, ce n'est pas garanti. C'est ça quand on récupère du vieux matos. Alors ça fonctionne par paire, ces trucs-là. Hein. Si je me souviens bien. D'ailleurs, j'en avais utilisé un là. Vous voyez? Ça, c'est le badge que j'avais utilisé à l'IRL Geeking à l'époque. Et hop, ça fait, c'est là qu'on peut se souvenir, parce que sinon je m'en souviens jamais, ça fait le contact entre les deux pattes qui sont du même côté. Et donc vous avez deux jeux à utiliser, mais c'est les pattes du même côté. Voyons voir ça. Hop. Ça c'est compliqué, c'est là qu'il faudrait 3 ou 4 mains, ou alors vous mettez les composants ici comme ça sur la tête, du coup en appuyant dessus, vous faites le contact normalement. Voilà, on teste sur l'autre côté parce qu'on peut avoir des surprises une fois soudés. Vous pouvez avoir un côté qui ne fonctionne plus et l'autre qui fonctionne. Ce genre de truc arrive, hein. Avant de souder, je vous conseille vraiment de tester. Ça paraît con et inutile, mais ça ne l'est pas, ça vous sauve du temps au final. Apparemment, ces deux boutons sont encore tout à fait corrects. Alors, comment je vais faire? Tout simplement, on va utiliser, comme on n'a que deux boutons et qu'il nous reste des broches sur l'Arduino, on va pas s'emmerder. On va mettre un bouton par broche et de l'autre côté du bouton, on aura la masse. Comme ça, on pourra détecter si la broche est à la masse ou pas. Et au-delà de ça, moi, ce que j'aimerais faire... Pas d'où il sort celui-là. Ce que j'aimerais faire, c'est utiliser les interruptions. Parce qu'en fait, dans le programme de votre Arduino, dans votre main loop, par exemple, vous pouvez très bien interroger, dire le bouton numéro 2, est-ce qu'il est en état haut ou en état bas? Mais vous allez devoir l'interroger tout le temps, pour rien, et donc gérer les temporisations et tout ça. Un truc fort sympathique à faire, quand on n'en a pas beaucoup, ce sont les interruptions, c'est-à-dire que, par exemple, vous dites sur la broche 2, si jamais ça passe à l'état bas, et ça c'est un truc que vous définissez une fois au début du programme, et puis après, si jamais ça passe à l'état bas, alors tu dois aller à telle fonction. Et donc, peu importe où vous en êtes dans votre main loop, par exemple, si vous appuyez sur le bouton, s'il passe à l'état bas, ça va directement aller dans une fonction interrompre le programme, on s'arrête là, on va dans une fonction, on l'exécute, et on revient où on était.
Voilà, les interruptions, c'est quelque chose qui est utilisé en informatique depuis très longtemps. Très très longtemps, on les utilise encore aujourd'hui. Et c'est à cause de ce genre de truc, d'ailleurs, petite anecdote, hein, je fais mon Hugues. Vous vous souvenez quand vous aviez un CD-ROM fortement endommagé, et que votre PC, à l'époque, se galérait à le lire. Vous vous souvenez de ce qu'il faisait, votre ordinateur? Il se galérait à mort. Il faisait des saccades. Il y a des choses qui s'arrêtaient de se faire pendant quelques secondes. Ça saccadait à mort, tout simplement parce que le lecteur optique fonctionnait avec des interruptions. Voilà. Et que donc, quand en temps normal, ça pose aucun problème, mais quand le disque est endommagé et que le lecteur se galère et n'arrête pas de faire des interruptions sur le CPU de votre ordinateur, et ben c'est la misère. Voilà. Après, et puis avec les interruptions, tu risques pas de louper un pulse trop court. Parfaitement, Lionel. Parce que forcément, dès qu'on passera à l'état bas, ça va appeler la fonction quoi qu'il arrive. Après, ça n'empêche pas de devoir temporiser quand même. Vous devez gérer ça. Parce que vous pouvez avoir des... Si vous restez appuyé trop longtemps, ça fait 5000 tours, quoi. C'est possible aussi, ça. Bordel, c'est ce qu'il me faut pour ma lampe gérée par un Arduino. Ben parfait, Ubi, tu vas voir aujourd'hui comment ça se passe. Parce que j'avais déjà utilisé ça là, hein. Ici, j'avais juste... donc ça, c'est bouton bistable pour allumer et éteindre le truc. Et ça, ce bouton-là permettait de changer le message manuellement, qui changeait au bout de quelques secondes. Mais chaque fois que j'appuyais là, ça changeait le message plus vite, puisque des gens voulaient voir un peu tout ce qu'il y avait là-dedans. Donc ça fonctionne déjà comme ça. Alors, mais il y a un mais. Ah, vous pouvez pas faire autant d'interruptions que vous voulez. Loin de là. Et sur un Arduino Nano, par exemple, quand on regarde ici la fiche de brochage, vous avez les interruptions qui sont renseignées ici en orange. Et notez, l'orange, c'est pour les broches d'interruption. Et si vous regardez bien, nous n'en avons que 2 ici. C'est-à-dire, il n'y a que les pins 2 et 3 qui sont capables de gérer des interruptions. Et c'est tout. Et si on regarde ici sur notre Arduino, on se rend compte que les pins 2 et 3 sont utilisés par 2 de nos drivers d'anode Nixie, parce que j'utilise les pins 2, 3, 4 et 5 pour ça. Ah! Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas du tout besoin de ces pins-là précisément pour gérer mes drivers d'anode. Moi, c'est des simples sorties digitales, c'est rien de plus que ça. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est en fait tout décaler. Parce que si vous regardez, j'utilise ici les 2, 3, 4 et 5, et les 6 et 7 ne sont pas utilisés. Donc j'aurais pu débrancher par exemple les pins qu'il me faut, c'est-à-dire les 2 et les 3 qui sont les 2 interruptions, et les foutre en 6 et 7. Je n'ai qu'à changer dans mon programme à quoi ça correspond. Mais comme j'aime pas trop, j'aime bien que les trucs soient dans l'ordre en fait, puisque c'est l'ordre des drivers Nixie. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est toutes les décaler de 2. Voilà. Du coup, ça utilisera le 4, 5, 6 et 7, et ça me laissera le 2 et le 3 qui gèrent les interruptions libres pour mes 2 boutons. Voilà, voilà. Et évidemment, avant de commencer, on se fait quoi? On fait une table des correspondances, parce qu'il va falloir après modifier le programme. Donc, nous avons le avant, le après. Nous avons donc les broches 2, 3, 4 et 5 qui servent au driver d'anode, qui vont devenir les 4, 5, 6 et 7. Et du coup, à modifier dans notre programme, ça va être très simple en fait. Voilà, donc ça c'est un petit truc à la con que je fais toujours, parce que sinon on le regrette. Pour plus de boutons, il faut mutualiser l'interruption et lire l'état des autres entrées au déclenchement. Exactement. Sur le même principe du multiplexage, comme on fait avec ces tubes, on peut faire un multiplexage en entrée. C'est ce qu'on utilise notamment pour tout ce qui est clavier, parce que vous imaginez un clavier qui est ne serait-ce que 4 par 4 touches, on va pas utiliser une entrée de l'Arduino par touche, ce serait très con. Donc, on fait du multiplexage, ça, je vous invite à regarder l'épisode Électronique et vous qui parlait du multiplexage. Et évidemment, on peut utiliser là-dedans, donc, une des broches d'interruption, juste pour savoir quand il y en a une. Et alors là, on se sert du multiplexage, après, derrière, pour savoir, oui, d'accord, il y a un bouton qui est... Oui, mais lequel? Voilà. Ici, on va mettre un bouton par broche, parce que... on a bien assez de broches, en réalité. On a tout ce qu'il nous faut, donc il n'y a pas de raison de faire du compliqué. Tout simplement. Parce qu'une fois que ces 2 boutons seront mis, ça y est, on aura utilisé toutes les broches dont on a besoin sur l'Arduino.
il n'y aura plus rien à rajouter là-dessus. Donc écoutez, on commence par décaler ça. Alors c'est un petit peu relou à faire, mais on va s'en sortir. Juste une question de patience. Hop, une petite pince inversée, toujours sympathique. Là, ce qui m'embête, c'est que ce truc-là ne va pas tenir tout seul. Ça, c'est relativement gênant. Est-ce que j'ai une petite pince? Oui, j'en ai, mais je vais savoir où. Ah! Elles sont même pas encore déballées. C'est merveilleux. Hop. Je pense comme ça, j'en ai 1 million. Intitulé de cet épisode de V, c'est tourne-broche. Comment ça tourne-broche? Ah oui, effectivement. Oui, là c'est la ronde des broches. Évidemment, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas où un projet va nous mener. Donc forcément, il peut y avoir des changements comme ça de dernière minute. Après, il est vrai que si on veut être moins bête que moi, de base, si on a juste besoin de sortie digitale, on va éviter d'utiliser les pins 2 et 3, sachant que ce sont les seuls qui font des interruptions, et qu'elles font le digital comme les autres. Donc si on n'a pas besoin d'interruption, autant ne pas les utiliser, au cas où plus tard on en aurait besoin. Puis cette crossover avec Kitchen Killers. Cette chatroom de l'enfer, ça ne change pas. Donc on va tout décaler de 2, c'est bien simple. Il n'y a pas à tortiller. Hop. Ça va être beaucoup plus simple d'ailleurs de faire comme ça, juste en décalage de 2. Beaucoup moins de questions à se poser dans le code après. Vous voyez? Alors, à la limite de cette pince, c'est que pour que ce soit bien pris, il faut que je sois un peu trop haut. Alors je cache ma tronche pour voir un peu mieux ce que je fais. Voilà. Déjà que les soudures à cet endroit-là étaient pas magiques, hein, on va pas se mentir. On va que je vérifie après coup d'ailleurs qu'il n'y a pas de court-circuit du tout dans ce que je suis en train de ressouder. Voilà, dernier petit driver d'anode. Ce fil-là est un peu plus court, mais ça va aller quand même. D'où aussi l'idée de laisser du jeu sur vos fils qui parcourent les circuits. Soyez pas trop juste. Moi, je fais des plis et des machins. Déjà, c'est joli, mais en plus, ça vous laisse quelques millimètres en cas de modification à faire, parce que vous voyez, du coup, ça a été très simple. J'ai pas eu grand-chose à changer. Donc, quand on fait ce genre de truc, un petit coup de loupe, ça peut pas faire de mal pour vérifier l'état des soudures, que ce soit propre et que ça ne se touche pas. Et ma foi, tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Ce qui nous libère du coup les broches 2 et 3. Pour des interruptions, c'est merveilleux. Donc, où est-ce qu'on va les mettre? Après coup, c'est toujours ce qu'on se dit. Si j'avais été moins bête, j'aurais fait ça, exactement. Sauf qu'un projet pour lequel on pense à tout, c'est un projet qu'on ne commencera jamais à réaliser. C'est tellement vrai ce que tu dis, Ghost, en fait. C'est tellement vrai. État des soudures, c'est des gros pâtés. Flows, tu es un troll. Tu ne peux pas le voir. J'ai un retour. Je sais que tu peux pas le voir. Parce que j'ai un retour. On va les mettre là, tout simplement. On va pas se faire chier. J'ai demandé l'avis de mon homme. Il me dit, oula, mais mets-les où tu peux, on s'en fout. Voilà. Sur le module Real Time Clock, n'oublions pas, on a une pile lithium CR2032 pour retenir l'heure en cas de panne de courant. Il faudra juste que je teste, évidemment, cette pile. Parce qu'ils voulaient vendre avec. En général, ils mettent des piles de merde, déjà, pour commencer. Et ensuite, elles sont déjà vieilles. Elles sont déjà vieilles. Donc il faudra probablement que je la remplace. À mon avis, ça va perdre l'heure. Salut Nico. J'ai déjà perdu un des 2 boutons, c'est merveilleux. Surtout que j'en ai pas l'autre. Hein. Il est là, tout va bien, il est là. Bon, on remet les pattes à plat. Il va falloir virer le peu d'étain qu'il y a dessus aussi, parce que ces pattes-là sont un peu justes pour ce type de perfboard. Un poil juste.
Donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas de résidu de vieil étain là-dessus. Oui, ce sont des boutons récupérés sur des PCB. Hein. Voilà, j'ai jamais acheté de bouton poussoir de ma vie, je crois. Je voulais en chercher un petit kit sur Amazon, en fin de compte, j'ai pas cherché. Parce que je me suis rendu compte que ceux-là, ça allait faire l'affaire, puisque mon chéri se fout complètement de où sont les boutons, à quoi ils ressemblent. Ghost Dragon a raison, à chaque fois que j'ai trop réfléchi sur un projet, j'ai jamais fait. Ouais. Ah, je vais pas vous jeter la pierre. Hein. Je suis partisan aussi d'y aller à fond quand on a envie de faire quelque chose. Tête baissée, comme un con. Quitte à tout changer plus tard, vous voyez bien que cette horloge, elle a changé. J'ai commencé, j'avais même pas l'idée de comment j'allais faire mes drivers, Nixie. Et puis ça a changé, quoi. L'idée du truc a changé en cours de route. Hein. C'est loin d'être la première modif que je fais. Ce que je suis content, c'est que ces petits connecteurs que j'ai fabriqués, là, que j'ai sertis, qui sont extrêmement chiants à sertir et peu fiables dans le sertissage, pour ceux qui ont essayé, ils sauront. Je suis content, c'est qu'ils tiennent le coup, malgré tous les mouvements que je fais, les branchements et débranchements que je fais. Ça fait plaisir, hein, parce que ça, vraiment, c'est pas garanti. Hein. Alors, ces boutons poussoirs, je m'étonne pas que je me galère, parce que c'est habituel, on va dire. Ils sont toujours plus ou moins relous. Hein. Par contre, il faut que je fasse gaffe quand même, il y a quelques pistes en dessous, je peux pas les mettre n'importe où. Il y en a un que je devrais vraiment coller au bord, parce que là, j'ai de la liberté. Voilà, comme ceci. Oui, là, il est très bien où il est. Il ne faudrait pas un camp à côté. Et il y a un autre qu'il faudrait que je place quelque part ici. Mais j'aimerais quand même juste bien les aligner à bout d'un moment. Je vois même pas mes broches à travers. C'est où, là? Ah, si j'essaye d'être au même niveau que l'autre bouton, ça donne quoi? Ça donne que j'ai un trou qui est pas vide. Ah, oui. Oui, je peux pas être au même niveau. Il faudrait que je le descende l'autre. Parce que j'ai une piste qui passe au-dessus et j'aimerais bien quand même que les deux boutons soient relativement au même niveau, non? Ou alors c'est pas là que je vais les mettre. Ah, on tente des trucs. On tente des trucs, on y va YOLO. Complètement YOLO. Lui, il est bon, il n'y a rien de dérangeant. En plus, j'ai la masse qui passe pas loin et je vais en avoir besoin, du coup c'est pratique. Ouais. Du coup, l'autre bouton pourrait aller à côté, je pense. Genre ici. Ou un cran plus loin, histoire que... Ouais, c'est plus pratique quand même. Oui, c'est bon. Donc là, j'ai les deux... Ouais, c'est bon. Donc elles arrivent là, hein, les pattes. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Tout ça se passe bien, ils sont bien plaqués, ils sont bien plaqués. Voilà, ça ira bien. Je me fais une petite marque d'ailleurs, heure et minute à mon avis là-dessus. Faut savoir se planter pour apprendre aussi, mais complètement. Complètement, parce que c'est quand on a fait ce genre de truc qu'on se dit, oh putain, je me souvenais pas que sur l'Arduino Nano, on n'avions que 2 broches à interruption. Ah, c'est pas toutes qui peuvent le faire. Et du coup, on s'en souvient mieux la fois prochaine. Et vous voyez, là, modifier mes 4 fils, ça n'a pas pris un temps infini. Hein, donc, l'erreur n'est pas chère non plus, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas cher, ça va. Hein. Donc, on va juste les souder pour les mettre en place. On fera pas les connexions directes. Il va falloir quand même faire gaffe où tu poses les doigts. T'as de la haute tension, des Nixie à proximité. Oui, là c'est pas alimenté, donc on fait un peu ce qu'on veut. Pour régler l'heure, oui, il va falloir faire gaffe, effectivement. Mais à mon avis, il y aura quelque chose par-dessus. On va s'arranger. Après, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de patates derrière. Je compte pas non plus m'utiliser... Bon, ce serait une alimentation 5 volts, mais probablement une 500 mA, parce que le circuit n'a pas besoin de plus. Donc, certes, tu as de la haute tension, les 170 volts continu, mais t'as pas de puissance, t'as pas d'intensité, on va dire, là-dessus. Du tout, hein. Je me suis déjà mangé, d'ailleurs, là-dessus, sur ce circuit-là. Ça fait bizarre, mais on peut pas dire que ça fasse vraiment mal. C'est même l'inverse, si tu fais des erreurs, tu vois les problèmes, sinon souvent tu les vois pas. L'erreur, c'est la vie. Ah, ben voilà. Alors Ghost, pourquoi tu te lances pas? Parce que là, t'es en train de me dire tout ce qu'il faut pour bien se lancer. Hein.
Donc la masse, c'est celui-là. La masse qui est communément, elle est juste à côté, c'est bien ce que je pensais. La masse est vraiment à côté, donc ça va être bien pratique en fait. On va me faire gaffe, hein, parce que je me trompe pas de broche, parce que là, si je me trompe de broche, c'est pas de la masse, c'est du 170 volts. Ce qui est légèrement différent. Non, c'est bien ça. Donc ici, je peux me ponter des deux côtés à la masse, et sur l'autre broche, à chaque fois, ça ira vers l'Arduino. Donc ici, un petit pont. Voilà. Ici, un petit pont. Ça va être plus compliqué là. Voilà. Et donc, je dois partir de là et de là pour aller jusqu'à l'Arduino. Donc sur les broches 2 et 3, ça va être ici. Il va falloir essayer de faire ça un peu proprement. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Ce serait marrant de voir Nigor se prendre une châtaigne en live. Le chat avec les poils hérissés. Merci, Floz. Ah, ça fait du bien de se sentir soutenu par ses viewers. Hein. Vraiment, hein. Les mecs. Les mecs. Aucune pitié. Nigor, pourquoi t'as les vibrisses qui frisent? Ce sadisme des viewers. Ah! Tu vois, Ubi. C'est pas moi qui invente ça. Après, on dit oui, t'es pas très sympa avec les viewers. Mais attends, faut voir comment les viewers sont avec nous aussi déjà. Hein. C'est quand même quelque chose, hein. Bon. 2. Ouais, en fait, on va faire ça. Ça, on va venir là. Je le coupe plus large pour avoir un peu de... Voilà, quitte à plier les fils, on s'en fout. On laisse toujours un peu de marge, comme je vous le disais. Je vais essayer de respecter mes propres conseils. Parce que ce serait con quand même, hein. C'est vous qui voulez qu'on remplisse la goupillation, il faut faire des efforts aussi. Ah oui, mais attends. On va la remplir legit, la goupillation. On va pas tricher, si tu veux. Legit. Oh. Le premier fil de sortie du bouton pour détecter la masse, voilà. Sur la broche 3. Si je ne me trompe pas. Mais c'est ça. La broche 3 qui est ici. Ah! Là, j'ai un pont qui ne devrait pas exister. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Bien. Et donc, l'autre bouton. Ça clip. Évidemment. Donc il va falloir aller de là à de là. Par contre, je vais pas laisser trop de bout non plus, puisque sinon il va me déranger en fait. J'aurais du mal à placer correctement le fil. Voilà. Et on aura bientôt fini avec les soudures. Hop. Et on pourra savoir si on a un Arduino qui crame ou pas. C'est ça qui est bien. Ouch! J'apprends que le feu ça brûle et l'eau ça mouille. En direct live. C'est compliqué à faire. Hein. On va y arriver. Un petit peu de précision. La précision, tu parles. C'est de brûler ça. Ah, il y a des teints là-dessus. Bah voilà. Hop. Quand je coupe des tout petits bouts de
de fil ou de composants. Je fais bien gaffe à pas le perdre. Ça, vous pouvez faire du bordel dedans. À défaut d'électrocution, on a une petite brûlure, c'est mieux que rien. Ils sont sadiques. Non mais dans quelles conditions je travaille ici? Je vous jure. Ils sont sadiques. Faites gaffe. Parce que la rumeur dit qu'on va bientôt se voir lors d'une IRL Studio Renegade. Et je me vengerai. Sachez-le. Oula. Ah bah putain, ça fait peur à voir. Je suis bien content que vous ne pouviez pas voir, puissiez pas voir les détails en gros plan. Là, pour le coup, ça m'arrange. Ça va faire l'affaire. Voilà, donc pour ça, c'est fait. Le petit capton, si je pouvais le refaire passer derrière ces fils là, ça serait cool. C'était sa place. Heureusement qu'il y a ça, je vous le jure. Heureusement qu'il y a ça pour faire des bons isolants. Voilà, on met les fils en place. Et tout se passera bien. Bon. Donc là, on en a fini avec la soudure. Je peux éteindre le fer. Je peux ranger le fil. On en a fini avec la soudure. Il nous reste plus que de la programmation à faire. Ça va être un peu plus chiant à regarder, évidemment. Et de toute façon, je le fais dans l'after EV après l'émission. Parce que vous qui regardez en replay, ça va être fini pour vous aujourd'hui. Voilà, vous pouvez réparer la régie s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter @Nelliger pour ne rien rater de ce qui se fait et les petites news, et aussi sur studiorenegade.fr où vous avez toutes les informations sur le studio, les émissions, les streamers et tout ça. Et si vous voulez venir en live, n'oubliez pas que l'horaire a changé, c'est maintenant le samedi à midi. Et je vous annonce déjà maintenant que la semaine prochaine, il n'y en aura pas, je ne serai pas là. Bon, merci d'avoir regardé. Ceux qui sont en live, restez là, je vous mets la compilation. Et puis je reviens avec vous pour la programmation. Ah, ciao les gens. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.